Mauduit. Lyon et la révolte des canuts. Mais dis donc, tu viens plus aux soirées. En 1928, le chansonnier et poète lyonnais Xavier Privat propose la chanson de Lyon, une petite plaquette préfacée par Paul Duvivier, lui aussi lyonnais, auteur d'un guide pratique de Lyon et de ses environs et fondateur du Tout Lyon, annuaire de la haute société de la région lyonnaise. Dans cette chanson de Lyon, Xavier Privat interpelle les ouvriers de la soie. Oh là, les canuts, les canuses, du temps déjouez-vous les ruses, du sort gagnez-vous les pitiés quand vous peinez sur vos métiers. Avec les canuts, les canuses, c'est une histoire de labeur et de savoir, une histoire de conscience sociale et d'action politique quand gronde l'insurrection et rugit la révolte. Nous voilà dans l'atelier, bienvenue. Là, les petits canuts. L'écho de la fabrique, écrit directement par les canuts, et ça sans intermédiaire. Plus que jamais, Lyon mérite son appellation de capitale. La soirée lyonnaise et cette première question. Bonjour Antoine Ropion. Bonjour. Pourquoi la soirée à Lyon ? Pourquoi soirée à Lyon ? Alors, c'est une histoire qui est assez ancienne, ça remonte au milieu du XVe siècle pour les premières implantations. Et il y a deux facteurs, à mon avis, qui expliquent l'arrivée de la soie à Lyon. D'abord, Lyon reste la porte de l'Italie, encore au XVe, XVIe siècle. Et effectivement, il y a beaucoup partie d'artisans italiens qui fuient l'Italie en raison de guerre civile, en raison aussi d'attractions que la couronne française veut bien leur donner, des privilèges qu'elle veut bien leur donner dans la ville de Lyon. Et ça n'explique quand même pas tout. Ce qui est vraiment le facteur déterminant, c'est aussi le très fort volontarisme, si on peut dire, de la monarchie française qui a besoin d'avoir accès à certains produits de luxe. Donc les soieries, ça fait partie du faste de la cour. En fait, la soierie, c'est un système, un secteur qui vit de la commande publique, si on peut dire. C'est vraiment les commandes de la monarchie, des grands nobles qui en font le succès. Et pour ça, beaucoup de privilèges, d'essais, de fondations, de manufactures vont être faites partout en France, dont à Lyon. Lyon, avec la volonté royale, tout de suite, on l'entend dans ce que vous nous dites. Bonjour Ludovic Frobert. Bonjour. Cette soirée lyonnaise, alors volonté royale, juste rappeler d'ailleurs, la soie elle-même n'est pas produite en Europe pendant des siècles et des millénaires. Il y a une arrivée de cette soie par importation dans un premier temps. Après, il y a production. On est à quel moment, quand on dit au XVIe siècle, que se développe la soierie lyonnaise ? C'est de la soie qui est produite en Europe, là ? Oui, principalement. Pour voir arriver les soieries, les véritables productions de la matière première de la soie, il faudra attendre un petit peu plus, un siècle ou deux supplémentaires, pour être véritablement en capacité finalement de, comment on dirait aujourd'hui, de verticaliser la production et de maîtriser toute la filière. Et c'est vrai que, et c'est ce que disait à l'instant Antoine Ropion, c'est quand même une volonté qui est une volonté politique qui s'exprime assez tôt, et en raison notamment de la richesse que représente la soie pour l'économie d'un royaume. Donc il va y avoir très rapidement la volonté d'intégrer l'intégralité de la filière. Ludovic Frobert, ça ne suffit pas d'ailleurs, une volonté royale, chef d'État qui décide de quelque chose, c'est bien, ça aide, ça encourage, mais ça ne suffit pas. Pourquoi Lyon est un site propice pour le développement de la soie ? Vous avez tout à fait raison. C'est un biais peut-être français d'aborder la question en parlant de volonté royale. Dans le cas de Lyon, il y a effectivement une volonté qui va s'exprimer par le haut et par le centre, mais il y a aussi toute une histoire liée à, je dirais, la personnalité de la cité. D'une cité qui s'est voulue très rapidement, relativement visible, autonome, européenne et autres. Et dans le cas de la soierie, ça s'exprime de façon tout à fait claire par l'appui que va accorder la municipalité à l'essor de la fabrique dans les murs de la ville. Et ça, c'est quelque chose qui peut être abordé sur le XVIIe siècle, sur le XVIIIe siècle, sur le XIXe siècle. Il va y avoir systématiquement, sur ce qu'on pourrait appeler les institutions, qui sont les institutions protectrices, rectrices, accompagnatrices de l'activité de production, il va y avoir une volonté politique de la cité qui va s'exprimer et qui va créer des écoles de dessin, qui va créer la condition des soies, qui va créer
tout un système de brevets d'invention pour favoriser l'essor de l'industrie. De multiples acteurs, donc. Antoine Ropion, vous êtes doctorant à l'université Lumière Lyon 2. Votre thèse s'intitule « Conflits, négoces et négociations, la grande fabrique de soie lyonnaise à l'ère des révolutions, 1744-1819 », dirigée par Natacha Coquery. Natacha Coquery qui dirige cette thèse, dans le titre de laquelle se trouve ce mot « fabrique ». La grande fabrique, c'est quoi la fabrique ? Alors la fabrique, c'est ce qu'on appelle... La fabrique, c'est l'ensemble des activités de production de soieries à Lyon. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Mais à l'époque, ce qu'on appelle surtout la grande fabrique, la fabrique elle-même, c'est simplement la corporation. Donc une institution qui, en quelque sorte, une sorte d'association de travailleurs qui n'est pas vraiment un syndicat, mais plutôt quelque chose qui sert à surveiller, à faire en sorte que les règlements de fabrication qui sont mis en place soient bien respectés. C'est cette corporation-là des tisseurs, des marchands et fabricants de soieries qui prend ce nom. Avec Ludovic Frobert, vous êtes historien des idées économiques et des politiques, directeur de recherche au CNRS. Pas de lieu particulier pour la fabrique, contrairement à l'image que l'on pourrait avoir. La fabrique, ce serait un lieu qui s'appellerait la fabrique. C'est pas le cas à Lyon. Non, c'est pas du tout le cas. C'est un système productif qui est tout à fait particulier, qui n'est pas le système de la manufacture concentrée dans lequel, principalement au 19e siècle, enfin 18e, 19e siècle, on va rassembler les ouvriers et en partie diviser le travail, appauvrir et diviser le travail. Dans le cas de la situation lyonnaise, on a un système qui est plutôt un système qu'on a appelé un système de manufacture dispersée, c'est-à-dire il y a des dizaines, voire bien plus, de petits ateliers qui sont répartis sur un certain nombre de zones géographiques sur Lyon, et notamment pour les vieux quartiers de Lyon, sur la rive droite de la Saône. Et puis un petit peu plus tard, les métiers s'étendent, l'activité se développe, et donc d'autres zones de l'agglomération lyonnaise sont touchées, dont bien entendu la colline de la Croix-Rousse, et puis même les quartiers périphériques de Vèze, de la Guillotière, d'Oulin, qui petit à petit se mettent à développer ces activités-là, et c'est là où s'implantent des ateliers. Dites-nous, Antoine Ropion, c'est intéressant, vraiment ce système-là, ce qui signifie qu'un peu partout dans la ville, avoir des quartiers plus ou moins spécialisés, il va y avoir des ateliers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'usine, c'est que la ville elle-même est une sorte d'usine gigantesque. C'est ça, c'est un peu l'idée. C'est vrai que quand on se balade dans Lyon aujourd'hui, il n'y a pas de vestiges visibles de cette activité soyeuse. Il y a 2-3 bâtiments connus qui étaient un peu des maisons, usines au sens, c'était des immeubles qui étaient construits pour les fabricants qui travaillaient à domicile. Donc il y a la maison Brunet qui est connue avec ses 365 fenêtres, l'ensemble de la rue du Manche, qui étaient des immeubles construits spécialement au début du 19e siècle pour accueillir des ateliers de soierie. Mais c'est vrai que sinon, tout se passe dans des appartements que souvent les ouvriers en soie, donc qui sont les canuts plus tard, louent eux-mêmes et qui sont dans des maisons tout à fait banales. À ce compte-là, j'avais trouvé un document intéressant, c'était une maison qui s'écroule en 1790, les habitants vont faire une déposition près du juge de paix et ils décrivent l'intérieur de la maison et en fait, on a un horloger au premier étage, on a des tanneurs au rez-de-chaussée, on a 2 ateliers de soierie au 2e, 3e étage et au-dessus, on a quelqu'un qui fait des bas de soie, enfin bref, c'est vraiment dispersé comme ça dans la ville, dans les appartements des gens. Donc c'est une activité presque invisible en quelque sorte. Le travail à domicile. Voilà. Dites-nous, Ludovic Frobert, sur cette localisation des lieux de production à Lyon. Oui, pour aller dans le sens de ce que vient de dire Antoine Ropion, une métaphore, simplement une métaphore qui est exprimée par un chef d'atelier en soierie, Prudhomme Tisseur, Pierre Charnier, dans les années 1830, et il compare le système de la fabrique, ou de la grande fabrique, et donc cette manufacture dispersée, il dit c'est comme un vaste jardin qu'occuperait tout un ensemble de jardiniers, tous exploitant une petite parcelle et produisant des fleurs ou des jolis produits dans chacune de ces différentes parcelles. Et je pense que c'est une manière aussi de présenter cette activité dans la mesure où il y a ces ateliers. Il y a eu souvent des descriptions qui étaient des descriptions assez terribles de la condition des canuts et descriptions qui ont une part de vérité, mais il y a aussi cet aspect et décrire finalement la manufacture dispersée, même dans les vues idéales,
du canut Pierre Charnier comme un jardin, ça dit beaucoup de choses sur ce que représentait aux yeux de ces tisseurs, aux yeux de ces artisans, leurs activités. Eh bien, nous partons visiter un de ces ateliers. Nous voilà dans l'atelier. Bienvenue. Là, vous avez entendu la cloche sonner, c'est pour me prévenir que j'ai un changement dans les couleurs. Chaque canut a son métier et son ouvrage. On ne change pas de tisseur en cours de route. Voilà, là, je lance la navette. Donc quand on lâche la pédale, tous les fils tombent. Puis quand on appuie, d'autres fils se lèvent et on passe d'autres couleurs. Donc le biste en claque, c'est le fameux bruit que faisaient les métiers à tisser. Et d'ailleurs, c'est le nom que certains canuts donnaient à leur métier, le biste en claque. Ça commence comme ça, c'est bis, temps, claque, temps. C'est les 4 temps du tissage. Mais ici, ça marche pas parce que je m'arrête pour passer les boîtes à brocher. Donc j'ai une rupture de rythme. Et donc on n'entend plus ce petit bruit. Ah, faut du rythme pour pouvoir tisser de la soie. Nous venons d'entendre Philibert Varenne, qui est directeur de la Maison des Canuts, le musée consacré à l'histoire des tisseurs de la soie. C'est dans le documentaire de Manuel Antonio Monteagudo. Ici, vous avez tout un univers qui se dessine devant nous, Antoine Ropion, avec quand même le métier à tisser, qui est l'élément majeur. Donc, tout le monde a ça à domicile. Enfin, tout le monde, ceux qui travaillent, ont un métier à tisser à domicile, mais c'est énorme un métier à tisser. Comment ça se passe? C'est-à-dire que ces gens-là le construisent eux-mêmes, vont en acheter un? Alors, pour ce qui est du XVIIIe siècle, qui est la partie que je connais le mieux, il y a tout un marché de l'occasion des métiers. Un métier, c'est un objet qui est durable globalement. Ce sont des charpentiers qui vont monter le cadre, ce sont certains serruriers qui vont aider. Bref, tout corps de métier vient un peu contribuer à la création de ce métier, qui en plus a des parties mobiles qui sont après remplacées au fur et à mesure, des peignes pour le battant qui, selon les différentes étoffes, doivent être changées. Et effectivement, ça prend beaucoup de place dans l'atelier. Les ateliers sont assez grands en général, mais vient se voir que ce sont des domiciles où tout n'est qu'une pièce, on vit avec le métier, on mange à côté. C'est un lieu un peu paradoxal finalement, puisque c'est l'endroit dans lequel on vit, c'est notre domicile, c'est une sorte de cocon qu'on peut encore avoir, mais malgré tout, ça reste un lieu de travail qui doit être ouvert aussi vers l'extérieur en permanence, ce qui rend assez difficilement imaginable ce qu'étaient les conditions globalement de vie, de rapport au travail à l'époque. Oui, l'image du cocon est très intéressante dès qu'il est question de la soie. C'est un cocon de verre à soie. Ici, avec la matière première, enfin, ce qu'il faut travailler, Ludovic Frobert, parce que c'est pas tout d'avoir un atelier, d'avoir un métier à tisser qu'on a réussi à obtenir. Maintenant, il faut avoir de la soie. Et la soie coûte une fortune. Il y a toute économie complexe qui se met en place ici. Comment ça fonctionne, cette économie de la soie à Lyon? Alors, on évoquait tout à l'heure le système de la manufacture dispersée. Il y a plusieurs types d'acteurs, mais alors il y a une multitude d'acteurs dans la fabrique de soieries et dans cette économie d'atelier. Mais principalement, on pourrait considérer qu'il y a 4 acteurs principaux. Le premier, ce sont des très grands négociants qui ont vraiment les yeux tournés vers le marché national et même le marché international dès le XVIIIe siècle. Et donc qui non seulement prospectent la mode, mais la créent, la produisent. C'est ce qu'on dira plus tard, c'est presque une filière inversée. C'est eux qui créent la mode. Puis il y a une deuxième catégorie de négociants qui sont un petit peu moins dotés et qui peuvent être, dans certains cas, fabricants. Et cette catégorie-là est une catégorie qui va être une catégorie de donneur d'ordre à la troisième catégorie, qui est le chef d'atelier, véritablement, qui dirige une petite manufacture, mais au sens où vient de le présenter Antoine Ropion, c'est-à-dire un petit atelier, où il peut y avoir, suivant les périodes, par exemple au 19e siècle, il peut y avoir de 2 à 6 métiers. Donc 6 métiers, et notamment les métiers qui vont se développer au 19e, les métiers jacquards, ça fait quand même un espace qui est un espace important en superficie et même en hauteur, puisqu'il faut à peu près 4 mètres de hauteur dans les immeubles pour arriver à fixer un jacquard. Donc voilà la troisième catégorie qui, elle, est donc en contact avec les négociants qui vont leur donner des ordres de production pour tel ou tel type de tissu, et il y a une multitude de tissus. Et puis la quatrième catégorie, qui est parfois associée au chef d'atelier, travaille avec le chef d'atelier à l'intérieur
des petits ateliers en soierie et a le statut de compagnon ou le statut très important d'apprenti. Parce que, comme le disait Antoine tout à l'heure, c'est une profession qui, en raison de l'exigence de qualité qui amène la richesse, nécessite véritablement des apprentissages, nécessite des réglementations et des réglementations très fortes sur l'apprentissage qui durent très longtemps dans la soierie. Donc, dans le cadre de ces petits ateliers, il y a énormément d'intervenants, du chef d'atelier à son épouse qui peut être elle-même chef d'atelier, parce qu'il y a des règlements qui font que les femmes peuvent être chefs d'atelier pendant longtemps dans la fabrique de Lyon. Et puis à côté d'eux, il y a souvent 2 compagnons ou 3 compagnons qui peuvent d'ailleurs vivre eux aussi dans l'atelier et dormir dans l'atelier. Et puis il y a les apprentis. Donc voilà ce qu'est une petite manufacture, ces petites manufactures dont on parle, qui sont les ateliers. Mais la relation centrale dans la manufacture dispersée, c'est la relation entre le négociant et le chef d'atelier. Ludovic Frobert, c'est-à-dire que ce négociant lance la mode, et c'est très intéressant de voir cette démarche-là, il a besoin de tel type de tissu avec tel motif, peu importe. C'est lui qui va fournir la soie et qui va commander à tel atelier, fabriquez-moi ça. Ou, pour le dire autrement, c'est-à-dire que celui qui va fabriquer n'est pas obligé d'avancer l'argent pour acheter cette soie. La soie est fournie. Et un autre élément important, c'est que pendant toute cette période, le chef d'atelier est propriétaire, quasi intégralement, de ses instruments de production. Ça, c'est un élément qui est très très important. Et quant au rôle des négociants, il faut bien insister sur le fait que, en particulier pour les grands négociants, le fait en quelque sorte, d'enquêter sur la mode et le fait de produire la mode était véritablement une nécessité, parce que l'un des enjeux au cours des siècles, et ça Antoine Ropion pourra en parler certainement bien mieux que moi, mais un des enjeux à un moment pour la fabrique va être le suivant: lorsque les commandes royales et en quelque sorte les commandes centrales s'arrêtent, comment demeurer leader, en quelque sorte, sur le marché de la soie? Eh bien, la réponse qui est donnée, notamment dès le XVIIIe siècle et au XIXe siècle, par la fabrique lyonnaise, va dire la seule condition dans une économie de variété et dans une économie de qualité comme la soie, eh bien, c'est d'innover, et d'innover constamment. Et l'innovation, parce que après cette période, la Renaissance, François Ier, les commandes royales, ça continue au XVIIe siècle. Il y a une période où les commandes venues du chef de l'État, c'est-à-dire le roi, ont tendance à diminuer. Et là, Antoine Ropion, il y a besoin d'inventer quelque chose de nouveau. Alors, l'invention n'attend pas la fin des commandes royales, et les commandes royales aussi ne sont pas l'unique débouché tout de même de la fabrique. C'est une industrie qui travaille beaucoup pour l'exportation, en vérité. Le marché intérieur, et notamment la cour, n'absorbe qu'à peu près 50% de la production. Le reste part notamment en Allemagne pour aller après vers la Russie, vers l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne. Et le besoin d'invention se fait sentir, alors en partie pour à un moment donné combler les pertes causées par la Révolution. Peut-être qu'on en reparlera après celle-ci. Donc notamment l'invention du métier jacquard, ça avant tout trait à ça. C'est un métier qui permet de réduire la main-d'œuvre nécessaire pour faire marcher un métier. Mais auparavant, l'invention se met en place de manière un peu, si je puis dire, organique, avant tout pour essayer de gagner des petits gains de productivité, faire en sorte que le métier soit bien pénible. Il y a beaucoup d'ouvriers eux-mêmes qui sont des inventeurs. Il y a tout un ensemble de dispositions, de fonds qui sont mis à disposition pour financer ces inventions également. Par exemple, pour les ouvriers inventeurs, on fait en sorte que l'on puisse récupérer pour eux une partie du produit de la douane sur les soies afin de financer leur invention. Bref, ce système de jardin, de manufactures dispersées dont parlait Ludovic, est très propice à ce type de petite innovation, d'une part parce que on a des artisans qui sont encouragés à des artisans complets, à bien connaître le métier, à le perfectionner davantage, donc ça crée une sorte d'émulation de ce point de vue-là. Et aussi, comme on a ces systèmes de rétribution qui sont mis en place, qui sont gérés par les corporations, toutes ces institutions qui existent, on peut faire en sorte d'externaliser un peu le coût de la recherche et développement, parce que vous voyez bien que quand on a plein de petits ateliers comme ça, mettre plein de fonds en avant pour essayer de garder 2-3 ans devant soi pour développer un nouveau métier, ce n'est pas forcément possible. Donc il y a aussi une aide publique qui se développe, quelque sorte, dès le XVIIIe siècle pour
que la recherche avance. Et la révolution que vous venez d'évoquer, c'est un moment de bascule au sens où toutes ces commandes venues alors du pouvoir ou des élites, ils sont là maintenant plus possible vu que beaucoup sont partis ou ont émigré, et puis tout simplement le chaos du moment. La guerre, ça ne favorise pas l'envie d'acheter de la soie. Est-ce que la période de la Révolution est une période très particulière pour Lyon ? Pour Lyon, particulièrement pour Lyon, j'ai envie de dire, parce que vous savez peut-être, mais en 1793, on a des Lyon qui se révolte contre le coup d'État, la Convention, contre l'arrivée justement des Jacobins, Robespierre, tout ça, qui va amener un siège de la ville en novembre 1793 et dont la punition sera un décret qui déclare la destruction de la ville de Lyon. Le projet, c'est de construire une colonne immense de 200 mètres avec écrit « Lyon n'est plus » dessus. Ça s'est pas fait, évidemment. Très vite, les fonds pour la destruction ont été alloués pour faire une sorte d'assurance chômage pour les ouvriers sans métier sur place. Mais il reste que la ville a quand même beaucoup souffert, son commerce a beaucoup souffert, et la production chute énormément, la population baisse énormément. On a à peu près 140 000 habitants à Lyon en 1789 peut-être, et il y en a 88 000 au début du consulat de Napoléon. Et ce sont beaucoup justement d'ouvriers qui sont partis parce qu'il n'y avait plus de production, plus de débouchés, et plus les conditions nécessaires simplement pour que la soie à la fois se tisse et se vende. Et puis, cette période-là de la Révolution française ne stoppe pas l'envie d'innover de la part des maîtres fabricants. Ils continuent quand même à bidouiller leur métier à tisser, et notamment un dont le nom est resté célèbre, Jacquard. Les métiers à main, les métiers mécaniques transmettent leur trépidation aux rues du quartier, où les martèlements sourds des battants et le cliquetis régulier des mécaniques Jacquard forment une toile de fond et qui vous emplit l'oreille et devient vite familière. Approchons. Lentement, il travaille. Tandis que de son pied droit, il abaisse la pédale, de sa main droite, il tire une cordelette qui lance la navette munie de la canette qui glisse alors rapidement sur la verguette du battant que pousse ou retient la main gauche. C'est les petits canuts qui se la coulent douce. La rire, la Croix-Rouge, partout ils sont connus. Et Bistoc, la Quépant, la navette, le battant. Et voyez comme ils sont chenus. Le là, les petits canuts. Les canuts dans l'émission Ainsi va le monde. Nous étions en 1948. Ludovic Frobert, c'est quoi cette révolution Jacquard avec ce métier à tisser Jacquard ? C'est à la fois une révolution et quelque chose qui se situe dans la continuité du système qu'évoquait Antoine à l'instant. Le fait que cette fabrique ou cette grande fabrique lyonnaise au XVIIIe siècle ne pouvait survivre et continuer à se dépasser qu'à travers l'innovation a fait qu'un certain nombre d'institutions ont aidé aux petites innovations qui faisait évoluer le métier ou le dessin tout au long du XVIIIe siècle. Mais les innovations concernant le métier à tisser étaient parmi les plus importantes. Et au XVIIIe siècle, vous avez tout un ensemble d'inventeurs qui commencent à perfectionner le métier. Ça se concrétise au tout début du XIXe siècle avec le métier Jacquard, qui va utiliser les cartes perforées, qui va permettre surtout de combler un des problèmes majeurs de la fabrique, qui est le problème du manque de main-d'œuvre, puisque le métier Jacquard permettait d'économiser en grande partie la main-d'œuvre et d'augmenter les rendements. Et le métier Jacquard se développe, donc est mis au point, semble-t-il, par Jacquard, ou en partie par Jacquard, mais il y a toute une légende de Jacquard qui draine d'ailleurs tout un ensemble de considérations qui sont des considérations politiques et sociales. Mais il n'y a pas que Jacquard. Jacquard, c'était tout un milieu. Et avant Jacquard, il y a un certain nombre d'inventeurs qui mettent au point une partie du métier. Et après Jacquard, c'est véritablement des inventeurs, d'autres inventeurs qui vont finaliser l'invention. Ce qui est sûr, c'est que ça change en grande partie l'industrie de la soie à Lyon au tout début du XIXe siècle, tout simplement parce que il y a une dizaine ou une quinzaine de Jacquard en 1810, et puis il y en a 1000 fois plus une dizaine d'années plus tard. Et ça change les rythmes de production, ça change la qualification en partie de la main-d'œuvre, et puis ça change
le paysage et le visage de la ville, parce que pour installer ces métiers qui sont plus grands, hein, qu'il faut 4 mètres de plafond, il faut beaucoup plus de place, et donc la canuserie va migrer des vieux quartiers où elle était installée, Saint-Paul, Saint-Georges et autres, vers la colline de la Croix-Rousse. Et donc c'est le début. Et puis en plus la Croix-Rousse, l'octroi ne se payait pas pour la Croix-Rousse, donc il y avait tout un ensemble d'éléments favorables. Et donc sur le plan fiscal, mais également sur le plan simplement topographique, parce qu'on pouvait construire des immeubles qui étaient plus hauts et avec plus de lumière. Et la question de la lumière et de la propreté de l'atelier était centrale. Donc le jacquard change beaucoup de choses dans cette période-là, dans cette période du 1er 19e siècle, mais qui est, comme vous le disiez, c'est aussi un début de siècle qui, dans la foulée, en quelque sorte, du moment révolutionnaire qui a été absolument désastreux pour Lyon et pour la fabrique, a permis de mettre en place, et notamment au moment du Premier Empire, tout un ensemble de nouvelles institutions, chambres de commerce, conditions des soies, des écoles de dessin, et puis, bien entendu, le Conseil des prud'hommes, qui est créé à Lyon. Le premier prud'homme est créé à Lyon en 1806. Et tous ces éléments-là, innovation institutionnelle d'une part, innovation technique avec le jacquard et ses suites, vont enclencher ce qui est probablement le siècle d'or de la fabrique à Lyon, c'est-à-dire le 19e siècle et les 3 premiers quarts du 19e siècle. Oui, l'invention du métier jacquard, on entend bien comment il accompagne ces changements, mais c'est un élément de tous ces changements, mais changements majeurs entre ce 18e siècle et ce début du 19e siècle. Antoine Ropion, c'est votre étude, votre temporalité, 1744-1819, avec la Révolution française que nous avons évoquée, et cette révolution qui met fin aux corporations, parce qu'au XVIIIe siècle, est-ce que les corporations étaient importantes pour l'organisation de la soierie lyonnaise ? Elles sont absolument centrales au sens où c'est elles qui assurent quasiment toutes les fonctions de base que d'autres institutions comme les prud'hommes par exemple vont assurer par la suite après leur fin. C'est-à-dire qu'une corporation, qu'est-ce que c'est ? Je dis, c'est une sorte d'association qui rassemble tous les membres d'un même métier. Donc en l'occurrence ici tous ceux qui touchent directement à la fabrique du tissu, les marchands, les négociants dont parlait Ludovic qui distribuent le travail, et ceux qui sont les maîtres ouvriers, les façonniers, qu'on appelle simplement ouvriers au fur et à mesure du XVIIIe siècle, qui eux sont les chefs d'atelier qui la fabriquent. Et cette structure, elle a 2 fonctions. À la fois, elle est là pour faire en sorte, de concilier tous les petits différends qui naissent entre ces deux classes qui se créent dans cette corporation, qui deviennent de plus en plus différentes, à la fois d'un côté les donneurs d'ordre, qui sont les marchands, et de l'autre les exécutants, qui sont les ouvriers. Et il y a plein de raisons pour lesquelles ils sont en désaccord, on verra ça peut-être après. Mais surtout, c'est aussi fait pour surveiller la bonne fabrication du tissu. Et ce qu'on appelle une bonne fabrication à l'époque, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. C'est pas tellement la qualité intrinsèque du tissu qui compte, c'est pas ça qu'on peut surveiller. Ce qu'on peut surveiller, c'est sa conformité à des règles de fabrication qui ont été édictées. Et ces règles de fabrication, elles ont elles-mêmes 2 objets, 2 buts, à la fois faire en sorte que le tissu soit le plus parfait possible, en tout cas le plus conforme à une grille qu'un client lointain peut lire, pour être assuré que ce qu'il a n'est pas de la contrefaçon. Et en même temps, toutes ces règles très minutieuses qui impliquent une surveillance sont aussi faites pour assurer un maximum de discipline. Et c'est ça le grand but aussi de tout l'édifice du colbertisme, c'est de discipliner au maximum le peuple des ateliers, le peuple des artisans, et faire en sorte aussi de l'intégrer dans l'espèce de cascade d'autorité qu'est la société d'ordre de l'Ancien Régime telle qu'elle se perçoit. Et telle qu'elle perdure après la Révolution, cette notion de hiérarchie, on va la retrouver. Faut le dire quand même, il y a des petits filous, il y a des marlous qui vont mettre un peu de coton au milieu de la soie, parce que comme ça fait un petit peu d'argent de côté. Oui, exactement. Alors la fraude, c'est un sujet qui est absolument essentiel aussi. Du coup, la fraude, elle a d'un côté l'intérêt de faire gagner de l'argent. Je vous l'ai dit, la soie, ça coûte extrêmement cher, et tout bout de fil qu'on peut économiser, qu'on peut soit subtiliser quand on est un ouvrier pour revendre, soit simplement ne jamais mettre dans l'étoffe quand on est marchand et qui ne se voit pas à l'œil nu, c'est un moyen de gagner beaucoup d'argent. Il y a des
prescriptions très sévères contre ça. Il y a ce qu'on appelle le piquage d'once, c'est-à-dire aller piquer une once de soie dans la soie que l'ouvrier se voit confier pour aller la revendre ailleurs ou fabriquer lui-même de son côté, parce que pouvoir travailler de manière indépendante, c'est aussi un grand idéal de ces ouvriers-là qui sont contraints de travailler pour ces marchands. Ça, c'est vraiment le problème central de toute la fabrique, et c'est cette peur du vol qui à la fois produit des étoffes qui, parce qu'on a volé, sont moins de bonne qualité, donc qui risquent de détruire la réputation de la fabrique à l'étranger et presque ruiner le commerce. C'est la crainte qu'on a. Et puis en plus, créer des désordres. Ça, c'est vraiment la préoccupation centrale qui motive en grande partie le caractère strict de la surveillance sous l'Ancien Régime, et c'est ce qui motive aussi beaucoup la recréation d'une forme d'encadrement après la Révolution, notamment les prud'hommes sont assortis de la recréation quasi à l'identique du règlement de fabrication tel qu'il existait sous l'Ancien Régime. Et toutes les règles aussi de surveillance des ouvriers, le fait qu'il soit interdit de travailler pour 2 personnes à la fois, pour éviter de mélanger les soies, tout ça, pareil, renaît après la Révolution, parce que les préoccupations restent les mêmes, la structure d'ordre reste la même. La structure d'ordre et des conditions de travail au plus bas de cette histoire-là qui ne sont pas si faciles. Oui, j'ai connu le métier jacquard, qui est pénible. Il faut travailler dans des sous-sols. Il ne faut pas que le sol soit carrelé pour que le coton, c'était des métiers où on employait le coton, pour que le coton reste humide. Autrement, il devient cassant et ça ne va pas qu'on est obligé de faire des raccords. C'est de la terre battue, oui. Alors c'était très malsain à cause de la poussière des fils. Et puis l'humidité, beaucoup de personnes âgées finissaient asthmatiques ou tuberculeux, oui. Je me souviens très bien, j'allais les voir lorsque je sortais de la classe dans les sous-sols. Il y avait quelquefois de l'eau, s'il avait beaucoup plu, il y avait des flaques d'eau. Hein. Alors ils s'éclairaient avec des lampes à pétrole, vous voyez, quelquefois ils posaient une bougie sur le bout du métier. En hiver, ça ils soufflaient dans leur dos, on les voyait, il n'était pas question qu'ils aient du feu, parce qu'il fallait de l'humidité. Madame Renaud qui évoquait ses souvenirs à Lyon, nous étions en 1971. Ludovic Frobert, vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé Les canuts ou la démocratie turbulente, Lyon 1831-1834, édité aux éditions Libelle et réédité chez Talandier. C'est quoi ce milieu social des ouvriers, des ouvrières de la soie? Là, on entend un témoignage assez sombre. C'est très dur d'être ouvrier de la soie? C'est probablement très dur. Et puis par ailleurs, les conjonctures sont extrêmement incertaines pour ces ouvriers de la soie. Mais le problème récurrent qui va se poser à la fabrique, disons sur la durée des 2 siècles du 18e et du 19e, est un problème qui se pose dès 1744. Le problème, c'est que en tant qu'industrie, en tant que manufacture dispersée, travaillant pour une économie de qualité, la fabrique nécessite une sorte de collaboration minimale entre les principaux acteurs. Et cette collaboration est en partie trahie et brisée par un certain nombre de règlements qui interviennent dès 1744 et qui vont creuser les inégalités de richesse et surtout de pouvoir entre, pour le dire rapidement, la classe des négociants et la classe des chefs d'atelier. Et le point principal sur lequel va se creuser tout ça, c'est la question de la vente et de l'autorisation de la vente. Au moment de la création de la corporation, d'abord il est possible de passer d'une classe à l'autre assez facilement, d'une part, et puis il n'y a pas de différenciation essentielle des activités de production et de vente. Or, le règlement de 1744 ne va autoriser la vente qu'aux négociants. Et les chefs d'atelier doivent, à partir de ce moment-là, et principalement, enfin presque exclusivement, travailler pour les négociants. Bon, c'est un système qui peut fonctionner. Alors d'abord, ça crée une situation d'asymétrie, une situation de domination qui va exister et qui va être l'histoire de la fabrique sur le siècle suivant, surtout le siècle et demi suivant. Ça peut exister, un système de ce type-là. Mais si un certain nombre d'éléments relatifs aux inégalités de richesse et aux inégalités de pouvoir ne se creusent pas trop. Or, dans certaines périodes, ces inégalités vont se creuser
jusqu'à la rupture. Tout à l'heure, Antoine parlait de l'épisode révolutionnaire à Lyon. La révolution à Lyon est précédée d'une deuxième insurrection, qui est une insurrection importante, en 1786, où la revendication des tisseurs, à ce moment-là, pose principalement sur les tarifs, c'est-à-dire de demander qu'il y ait un minimum des prix donnés pour toutes les catégories d'étoffes tissées. Et donc là se crée de nouveau un point de tension. Et l'inégalité de position qui s'est créée entre les négociants et les chefs d'atelier joue à ce moment-là. Ce qui fait que l'épisode révolutionnaire à Lyon est marqué aussi, est teinté de ce conflit social-là. Et ce conflit se repose au lendemain de la Révolution française, dans un contexte différent, où il y a effectivement la Révolution et les valeurs qui ont été portées par la Révolution, même si elles ne sont pas totalement appliquées, mais qui ont changé le paysage. Et c'est pour cette raison-là qu'on recrée un endroit pour que les acteurs de la fabrique puissent discuter et régler non pas leurs conflits, mais leurs différends, qui sont des conflits, mais des conflits de type divisible. Bon, donc des conflits qui sont négociables. Et l'un des grands enjeux au XIXe siècle va être de savoir si on creuse les asymétries de pouvoir, et dans ce cas-là, les prud'hommes ne servent pas à grand-chose. Si on creuse de nouveau les asymétries de pouvoir entre négociants et chefs d'atelier, ou si on met en place tout un ensemble d'éléments qui permettent, au contraire, de les réduire. Et ça, vous avez une histoire en accéléré de ce qui va se passer à Lyon, au lendemain de la Révolution, en 1831, 1834, et puis un petit peu plus tard, au moment de 1848. Avec cette révolte des canuts qui est restée dans les mémoires, voici La complainte des canuts. Une chanson créée en 1894 par Aristide Bruand. La complainte des canuts dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission tissée par Thomas Beau avec aujourd'hui au métier Ludovic Auger. Nous nous intéressons à cette histoire de la soirée lyonnaise et ce moment de la révolte des canuts, 1831. Antoine Ropion, faut peut-être quand même rappeler et souligner que ce n'est pas le premier moment où les canuts se mettent en colère. Effectivement, alors il faut rappeler deux choses peut-être, c'est que effectivement au XVIIIe siècle il y a des épisodes violents de révolte qui ont une forme très similaire à ce qui se passe au XIXe siècle, notamment en 1744 et en 1786, Ludovic l'a évoqué. Et rappelez aussi que ces épisodes violents sont en fait des épiphénomènes qui sont préparés en amont, qui se greffent sur tout un ensemble de conflits plus larvés ou plus silencieux, qui peuvent prendre la forme de procès notamment. Tout ça pour dire qu'on a des conflits qui ne sont pas si différents en nature au XVIIIe siècle. Alors, pas si différents parce que ce qui est le nerf de la guerre, ce qui est le casus belli principal, reste le même, à savoir cette asymétrie que Ludovic a évoquée entre, d'un côté, les patrons de la soie, les manufacturiers, les fabricants, les négociants, et de l'autre, les chefs d'atelier, les ouvriers, qui réclament à chaque fois, de combler un peu cette espèce d'écart qui se creuse de plus en plus. En fait, la grande différence entre ce qui se passe au XVIIIe siècle et le XIXe, c'est la manière dont on perçoit ce décalage et ce qu'on propose pour essayer de le régler. Au XIXe siècle, on va le voir, il y a tout un projet politique qui est derrière. Il est déjà présent au XVIIIe siècle, mais il est un peu différent. Au XVIIIe siècle, ce qu'on revendique surtout, c'est le retour à un espèce d'idéal du corporatisme promu par le droit, à savoir l'égalité entre les maîtres, puisque c'est ça une particularité lyonnaise, c'est qu'il y a plein d'industries comme ça au XVIIIe siècle où on a justement des marchands qui distribuent du travail à des ouvriers. Ça ne pose pas trop de problèmes. À Lyon, c'est difficilement acceptable parce que, en théorie, ces marchands et ces ouvriers ont le même statut de maître de la même corporation. Et là, on vient créer une différence dans le droit même, puisque cette structure, cette classe des marchands a été ossifiée dans le droit, qui est inacceptable. Et en 1744, la première révolte, elle est liée à ça, c'est qu'on se révolte contre le nouveau règlement qui fixe cette classe des marchands dans lequel l'ouvrier ne peut plus monter sans payer un droit prohibitif. En 1786, ça change un peu, on a plutôt des demandes d'ordre économique, l'État a un peu abandonné cet idéal corporatif. En 1776, il y a eu une première suppression des corporations qui ont été après remises. Le libéralisme fait son bout de chemin. Et du coup, là, les ouvriers ont des demandes qui sont plus d'ordre économique, c'est-à-dire le tarif, faire en sorte que on les paye au moins un salaire minimal pour tel type d'étoffe, parce qu'avant, le salaire n'était pas décidé au moment où on passait la commande auprès de l'ouvrier, mais au rendu de l'étoffe, ce qui fait que ça amenait plein de petits problèmes qu'on peut-être évoquera plus en détail plus tard. Mais voilà, on a une évolution du projet et qui
devient au 19e siècle ce qu'il va être. Oui, on comprend pourquoi ça peut faire des petits problèmes quand on est payé, quand on livre l'étoffe, parce que ça veut dire qu'on a travaillé, on ne sait pas combien on va être payé. C'est insupportable, ce système-là. Ludovic Frobert, 1831, cette révolte des Canuts. Les Canuts ou la démocratie turbulente, 1831, c'est la monarchie de Juillet, le roi Louis-Philippe est au pouvoir. Pourquoi les Canuts, à ce moment-là, se révoltent-ils ? Bien, on considère qu'ils se révoltent pour les raisons de fond qui ont été évoquées, qui était ce creusement constant des inégalités de pouvoir et de richesse entre finalement des maîtres qui étaient maîtres ouvriers d'un côté, maîtres fabricants de l'autre. Ça, c'est la première raison. Et puis il y a d'autres raisons qui sont des raisons peut-être plus liées à la conjoncture de 1830. Et qui vont expliquer que là, on a une véritable explosion sociale qui va conduire à la capture de la ville par les ouvriers pendant une semaine à la fin du mois de novembre 1831. Ces deux raisons sont d'une part que quand même dans l'intervalle entre la période qu'évoquait Antoine à l'instant et novembre 1831, il y a eu la révolution de 1830 qui était censée être une révolution de liberté et qui a été présentée comme une révolution de liberté et par ailleurs une révolution dans laquelle les ouvriers ont joué un grand rôle. Donc on ne comprend pas en 1831 que de nouveau les mêmes problèmes puissent se poser. Et l'autre raison, me semble-t-il, c'est que commence à surgir un discours qui est un discours assez fort qui vient de la part d'un certain nombre d'économistes de l'époque, d'experts économistes de l'époque, qui estime que ce système lyonnais de la manufacture dispersée est très probablement un système qui est un système obsolète et que les tisseurs doivent absolument accepter l'inéluctable qui serait le passage à la manufacture concentrée. Or, et il faut le rappeler, ces chefs d'atelier n'étaient pas des ouvriers au sens où on l'entendra à la fin du 19e siècle et que l'on sent dans le champ de Bruant en 1894. C'était absolument pas des ouvriers d'usine, c'était des artisans et pour la plupart c'était des artistes. En termes de connaissances ou en termes de culture et autres, ils étaient au même niveau que par exemple, des corps tels que les typographes. Donc, par rapport à ces discours qui sont avancés à ce moment-là, il y a un refus. Il y a un refus que tout un ensemble de régulations intermédiaires qui avaient été expérimentées depuis le début du 19e siècle, pourtant sous des régimes qui n'étaient pas des régimes libéraux, eh bien, ces régulations intermédiaires ne fonctionnent pas en 1831. Et par exemple, on sait que l'explosion de 1831 vient du fait que dans une période de tension à l'automne 1831, un tarif est enfin négocié et ce tarif va être dénoncé par le pouvoir central sous l'argument très fort que il n'a pas respecté la charte libérale de 1830. Il ne l'a pas respecté pour deux raisons. Il ne l'a pas respecté premièrement parce que c'est un accord collectif et donc les accords collectifs ne peuvent pas fonctionner dans une période où c'est simplement le système de gré à gré qui va fonctionner. Et deuxièmement, cet accord d'octobre 1831 a été visé par le préfet de l'époque. Donc par une autorité qui est une autorité publique. Donc il est doublement contraire à la charte de 1830. Et ça, ce discours-là, donc il va faire que le tarif ne va pas être appliqué, mais le feu aux poudres à Lyon. Mais encore une fois, j'incite vraiment sur la nature de cette population des chefs d'atelier en soierie. Très important de le souligner et de les comparer aux ouvriers typographes, parce que l'ouvrier typographe, c'est un personnage de cette histoire du 19e siècle, tant son action au moment des révolutions est importante. C'est pareil avec la soierie. Non, mais voilà, ce sont des gens qui savent lire, ils savent écrire, alors dès lors, ils lisent, ils écrivent. Chaque fois qu'ils avancent des revendications, c'est réfléchi, c'est pour l'amélioration de l'industrie. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut le vérifier, puisqu'ils vont créer, en octobre 1831, le premier journal ouvrier, journal professionnel à Lyon, qui s'appelait L'Écho de la fabrique, écrit directement par les Canuts, et ça sans intermédiaire. Et dans ces articles, on va retrouver l'ensemble des problèmes liés soit à l'industrie, soit à la cité.
Ce qui fait qu'il y aura des articles sur la condition des femmes, le droit d'association, la liberté de la presse. Il y a des comptes rendus réguliers des conseils de prud'homme qui ont été créés à Lyon en 1806 pour l'industrie de la soie. Des articles sur l'hygiène. Ils vont aussi voir des grands débats sur la mécanisation. Est-ce qu'elle supprime vraiment des emplois, comment la gérer, etc. Moi, je suis, par exemple, époustouflé quand... à un moment donné, il y aura un article sur l'Europe, en disant, mais qu'est-ce que ça peut faire qu'on soit né en Andalousie, au bord de la Tamise ? On est tous des ouvriers. C'est très actuel. Ah ben c'est très actuel. C'est Robert Luc, conteur, historien du quartier de la Croix-Rousse, qui s'exprimait en 2012. Ludovic Frobert, nous avons un moment très particulier à Lyon en 1831. La démocratie turbulente, c'est le titre de votre ouvrage, Les Canuts ou la démocratie turbulente. Ça veut dire quoi, cette démocratie turbulente ? C'était une démocratie turbulente parce que c'est une démocratie par le bas, et c'est une démocratie qui a pris voix. Alors, elle a pris voix en criant vivre en travaillant ou mourir en combattant, et ça c'est l'aspect qui était le plus connu. Mais dans les années 2000, quand on a retravaillé cette période, on s'est intéressé à l'autre manière de prendre voix, qui était de créer un journal, et de créer un journal ouvrier, là encore au lendemain de la Révolution de 1830, qui libérait finalement, qui libérait la presse. Il faut savoir que c'est à Lyon que se crée, et cela pour 4 années, un journal ouvrier qui s'appelle l'Écho de la Fabrique. Et quand on lit l'Écho de la Fabrique, il y a des plumes qui sont différentes, mais quand même la grande majorité des plumes, c'est des plumes venant de la fabrique, des tisseurs. Et on est frappé par la très grande tenue politique, sociale, culturelle de ce journal, qui était un journal de 8 pages, dont le cœur était composé du compte-rendu du Conseil des prud'hommes, avec des interventions de tisseurs, où on peut voir à la qualité de l'écriture et à la qualité des revendications et à la sérénité des revendications à quel point ils étaient ils avaient une conscience politique importante, une conscience politique sociale importante. Mais c'était aussi, et c'est ce que disait Robert dans cette interview, c'était aussi un journal qui porte beaucoup plus de choses, qui intervient sur l'actualité politique nationale, sur l'actualité politique internationale, qui s'intéresse à l'émancipation physique des travailleurs, comme ils disent, mais également à l'émancipation morale. Et il y a des rubriques qui sont des rubriques de littérature, de théâtre ou autres. Et il y a même, pour tous les lecteurs de l'Écho de la Fabrique qu'on était à cette période-là, il y a même une rubrique qui plaît à tout le monde, qui est la rubrique des brèves ironiques et railleuses qui se trouve à la toute fin du journal, qui s'appelle les coups de navette. Et il y a des floraisons de coups de navette qui sont plus succulentes les unes que les autres, dont une en particulier qui, après la Révolution de 1830, on disait dans les cafés qui étaient des cafés bourgeois de Lyon que les canuts étaient tracassiers, que finalement ils vivaient pas plus mal que ça et autres. Et donc il y a un coup de navette peu de temps plus tard qui dit: on appelle tracassier un homme qui n'accepte pas de mourir paisiblement de faim. Bon, et des coups de navette, il y en avait toutes les semaines, et il y avait une véritable lucidité par rapport au rôle de la moquerie et du fait de railler la situation qui est très importante, qui est magique dans ce journal-là, je trouve. Avec une identité de Canut, avec cet exemple-là, et autour de ce journal, l'Écho de la Fabrique, mais on pourrait l'étendre sur un temps plus long. Antoine Ropion, vous travaillez sur conflits, négociations. En fait, c'est un monde qui sait lire, qui sait écrire, qui regarde ce qui se passe autour, qui est en échange avec les autres villes où l'on produit aussi de la soie, faut le rappeler, parce qu'il y a Lyon qui remporte tout, mais il y a Tours, il y a d'autres villes. C'est un monde qui a laissé beaucoup d'archives. Oui, c'est un monde qui a été très bavard, et notamment parce que ce que disait Ludovic, c'est que au XIXe siècle, on voit les ouvriers se saisir de la presse, de cet outil pour interpeller l'opinion publique sur leurs conditions. En fait, c'est une évolution, une tactique qui a déjà été expérimentée depuis presque un siècle. L'opinion publique, cette sphère de discussion sur tous les sujets de société qui est indépendante du pouvoir, existe déjà au milieu du XVIIIe siècle. Et à l'époque, un moyen de le saisir, c'est en faisant des procès et en imprimant les pièces des procès. Et les ouvriers font beaucoup ça pour essayer de se justifier, de défendre, de faire en sorte que, leur situation soit comprise et que
au regard de leur situation, peut-être on infléchisse la manière dont la société se pense, se construit. Et de ce point de vue-là, effectivement, on a déjà justement, une sorte d'opinion, une presse ouvrière, si on peut dire. En tout cas, beaucoup de discours qui sont produits et qui nous renseignent énormément sur la manière dont, avec l'aide des fois d'avocats, avec l'aide de gens d'autres milieux, ces ouvriers qui étaient assez lettrés, sont parvenus à promouvoir, créer une vision de leur travail absolument originale. Ce qui pose problème au pouvoir. Ludovic Frobert, ce qui se passe en 1831 à Lyon, on peut parler d'une commune lyonnaise en 1831 ? En 1831, c'est peut-être difficile d'en parler. La révolte de 1834 est plus intéressante, par certains côtés, est plus intéressante dans cette perspective, parce que dans l'intervalle entre 1831 et 1834, il y a le mouvement républicain qui renaît. Les sociétés telles que la Société des droits de l'homme se développent, s'implantent à Lyon. C'est pas simplement les républicains, c'est aussi les premiers socialistes. Je rappelle quand même que le terme socialisme est plus ou moins inventé par Pierre Leroux autour de 1834. Donc il y a tout un ensemble de courants proto-socialistes, saint-simoniens, fourriéristes, et d'autres encore qui s'implantent à Lyon entre 1831 et 1834. Et donc lorsqu'il y a la deuxième révolte en 1834, il y a une connexion qui se fait entre ces vieilles revendications sociales qu'on évoque avec Antoine et le mouvement politique et le mouvement politique contestataire de l'époque. Et écrasé dans le sang malgré tout. Ça c'est vraiment quelque chose qui a fortement marqué les esprits. Ces révoltes des canuts sont écrasées dans le sang. Oui, tout à fait. Mais ceci dit, ça ressurgit après en 1840 et jusqu'à la Révolution de 1848. Il y a toute une histoire qui se répète encore au début des années 1840. On peut pas faire taire les canuts, mais c'est ce monde ouvrier qui est particulier, faut le dire. On parle de cette période de l'industrialisation, mais on a un monde particulier qui est celui de la soierie à Lyon, avec ce que vous venez de nous raconter, qui est à la fois cette histoire politique, économique, sociale, en écho à ce que vous venez de dire, Ludovic Frobert, sur Pierre Leroux, celui qui porte ce mot de socialisme. Il y a votre ouvrage, quelques lignes d'utopie, Pierre Leroux et la communauté des imprimeux, publié chez Agone, et puis bien sûr les canuts ou la démocratie turbulente, Lyon 1831-1834. Et puis merci aussi à vous, Antoine Ropion, avec ce conflit, ce négoce et cette négociation. Il y a largement de quoi étudier et de thèses à terminer. Ça donne envie de la lire. Merci beaucoup à tous les deux. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Comment le peuple a-t-il pu faire entendre sa voix lors de la querelle du Cid en 1637 ? Le Cid, la fameuse pièce que Corneille a fait jouer en 1637, rencontra d'emblée un énorme succès, à tel point que, grâce à Richelieu, il fut anobli par le roi. Mais la pièce fut rapidement l'objet d'une polémique principalement orchestrée par Georges de Scudéry. Ce dernier reprocha à Corneille de ne pas avoir respecté les règles du théâtre classique, notamment celle des 3 unités de temps, de lieu, d'action, préconisées en 1630 à la demande de Richelieu. Corneille fut également accusé d'avoir produit une pièce dont le sujet, le titre, les personnages et les décors étaient espagnols, alors que la France était alors en guerre contre l'Espagne. Dans une épître en vers, intitulée « Excuses à Ariste », Corneille justifia son œuvre en disant « Je ne dois qu'à moi seul toute ma renommée. » Et plus loin, « Je sais ce que je vaux et crois ce qu'on m'en dit. » Aujourd'hui, cette façon brutale de s'auto-proclamer comme un génie susciterait sans doute l'ironie du monde des lettres. Mais à l'époque de Corneille, ces propos furent jugés scandaleux. Scudéry l'accusa d'avoir oublié qu'il n'est de gloire qu'autorisée et d'autorité que publique. Pour comprendre le caractère iconoclaste des propos de Corneille, il faut rappeler qu'à l'époque de la monarchie absolue, les particuliers étaient exclus du débat politique. Mais au XVIIe siècle, un nouvel espace public a commencé à se former, donnant la possibilité aux artistes d'accéder à une forme de représentation publique qui leur était refusée auparavant.
Le déplacement du discours politique vers la fiction a produit des analogies reliant la scène théâtrale et la scène politique. Les artistes ont pu alors inventer de nouvelles représentations d'eux-mêmes. C'est dans cette perspective qu'il faut situer les propos de Corneille dans son Excuse à Ariste. Comme l'a montré Hélène Martin dans son livre sur le public et la littérature au XVIIe siècle, en faisant du public le juge suprême de son génie, Corneille opposa aux règles qui régnaient alors au sein du monde des lettres une nouvelle autorité, celle des spectateurs ayant vu sa pièce. Alors que pour Scudéry, le fait que ce spectacle ait plu au peuple prouvait qu'il s'agissait d'un monstre de représentation aussi irrégulier que le peuple est déréglé. Cette polémique rencontra un écho au-delà des cercles académiques, à tel point que des libelles anonymes se réclamant du peuple circulèrent pour dénoncer le mépris des élites pour le vulgaire. Inquiet du caractère politique que prenait la querelle, Richelieu demanda à l'Académie française, qu'il avait fondée en 1635, d'intervenir pour y mettre fin. Les académiciens saisirent l'occasion qui leur était offerte pour s'imposer comme un corps composé de savants de métier, seuls accrédités pour dire le vrai en matière d'art dramatique et de littérature. Alors que la polémique avait mis aux prises les acteurs de la République des lettres, les spectateurs et le peuple, c'est l'Académie qui eut le dernier mot. Soumis à ce qu'on appelle les pouvoirs publics, les auteurs furent alors contraints de servir la raison d'État. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par les canuses de la radio, Jeanne Delecroix, Toscane Dudès, Jeanne Copper, Raphaël Laloum et Maïwen Guizou. Le cours de l'histoire est écouté, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.